Et donc, pour commencer notre séance, on va donner la parole à notre ami Siriad Gouider pour nous parler de l'approche du neurologue, disons, dans ce domaine. Fadl Siriad. Merci Fawzi, merci au modérateur et merci à la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire pour cette invitation. Salam Abdeslam a beaucoup insisté pour que je présente l'avis des neurologues là-dessus, donc c'est avec plaisir que je suis là, bien que les AVC, on a une fenêtre de 4h30, alors ne parler que 12 minutes, il m'a dit que c'est les règles ici. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je préfère en avouer un. Alors, ma grand-mère, ma tante, mon frère, ma belle-sœur sont tous morts d'accidents vasculaires cérébraux. Et donc, pour moi, c'est un sujet auquel je suis personnellement et familialement très sensible. Et donc, quand j'apprends que Nadia Hammam fait des progrès, je suis très content pour moi-même, entre autres. C'est un vrai problème duquel on ne parle pas et qu'on n'affronte pas. Il nous faut beaucoup de Nadia Hammami. C'est mon élève, elle est unique. Le problème date de 2 siècles. La présence d'un thrombus au niveau de l'atrium, c'est 1814. Et puis les choses ont progressé et on a évolué de façon à ce que maintenant, la fibrillation auriculaire doit être quand même un élément important. 50% des accidents vasculaires dans ce cadre-là sont dus à une fibrillation auriculaire. En conclusion, le premier message pour moi à donner à mes amis cardiologues, c'est cette action qui a été faite par mon ami Souhail Marraq et Naziha sur les accidents vasculaires et le mot FISA. C'est quelque chose que vous devez discuter avec vos patients. Dès qu'il a une fibrillation auriculaire, il doit savoir qu'il a un plus grand risque d'accident ischémique embolique et qu'on doit lui en parler. C'est vraiment important. Nous travaillons beaucoup au niveau de la Société de neuro actuellement et de la communauté neurologique au sens large pour la diffusion de ce message. Et puis le patient, d'après l'intitulé que j'ai, il a un accident vasculaire cérébral embolique. Ma génération connaît bien les frères Dalton. Je pense que les plus jeunes ne les connaissent pas beaucoup. Il y a les 4 frères Dalton. Donc aux urgences, c'est le neurologue, le cardiologue, le radiologue et l'urgentiste. Les 4 vont se réunir pour avancer par rapport à ça. Que comprend l'intitulé? Il comprend fibrillation auriculaire, j'en ai parlé, mais il comprend aussi accident ischémique embolique. Ça répond aux normes générales de l'accident vasculaire cérébral ischémique et de l'accès aux urgences. Ce n'est pas parce qu'il a une fibrillation auriculaire qu'il ne va pas avoir droit au traitement. Alors c'est très important. Les gens sont inhibés très vite. Non, il a une fibrillation auriculaire. Oui, il doit y avoir des précautions à prendre, mais pas obligatoirement empêcher le malade de recevoir son traitement. Alors, sur ces traitements, en fait, grosso modo, où est-ce qu'on en est? Il y a les thérapies de reperfusion, comme pour l'infarctus du myocarde. Et puis, il y a des malades qui ne répondent pas à ça. Ils sont beaucoup plus nombreux que pour l'infarctus du myocarde. Ils ne peuvent pas avoir une thérapie de reperfusion, soit intraveineuse, soit de thrombectomie. Et là, on rentre dans des situations un peu plus compliquées. Quand on a un accident ischémique, comme je l'ai dit, avant 4h30, c'est la thrombolyse. Et je peux vous dire tout de suite, dans le congrès d'Abu Dhabi, sur le congrès mondial, la fenêtre est en train d'augmenter. Les produits sont plus efficaces, les précautions sont plus importantes et la fenêtre est en train d'augmenter, c'est clair. Si il est candidat à la thrombectomie, c'est encore mieux. Mais il y a des gens maintenant qui font thrombolyse et même thrombectomie et qui essayent d'avancer sur tous ces aspects thérapeutiques. Je pense que Nadia, ici présente, pourra en parler bien mieux que moi sur certains éléments. Là où on doit faire très attention ensemble quand vous recevez un malade, c'est les contre-indications absolues et relatives de la thrombolyse. C'est extrêmement important. Si on ne respecte pas les contre-indications, on augmente sérieusement le risque hémorragique. Donc, il y a une série de contre-indications. Il me faudra les 12 minutes pour les faire. Donc, j'en parle rapidement.
Si le malade répond aux critères, s'il est dans les 4h30 plus ou moins, il répond à ça. En Arabie Saoudite, ils ont installé une ambulance qui permet de faire la golden hour. Le malade fait sa thrombolyse dans l'heure de l'ambulance. Pour vous dire, Kadesh, on est en train d'avancer là-dedans et nous, en Tunisie, on est en retard, bien qu'on ait eu la première stroke unique dans le monde arabe pratiquement. La thrombectomie, c'est clair, la thrombectomie est maintenant un des gold standards dans le traitement et les neurologues dans d'autres pays ont fait mieux que chez nous. Ils ont pris le taureau par les cornes. Celui qui est présent, radiologue ou neurologue, fait la thrombectomie. En Égypte, ils travaillent ensemble. Nous devons y arriver. Alors, la question qui va se poser, le malade, il est sous anticoagulant parce qu'il a une arythmie. Est-ce que je peux le thromboliser ou pas? Ça, c'est une grosse question. La réponse est fragmentée. S'il est sous AVK, vous pouvez, si l'INR est inférieur à 1,7, 1,7, vous pouvez le thromboliser. OK? Et vous devez être conscient qu'il y a un risque hémorragique et vous devez avoir les antidotes avec vous. S'il est sous les nouveaux anticoagulants par voie orale, si vous avez un moyen de vérifier l'état de la coagulation, vous pouvez thromboliser. Grosso modo, le schéma est celui-là. Si vous avez utilisé un anticoagulant par voie orale que vous ne pouvez pas contrer, que vous ne pouvez pas tester et que vous ne pouvez pas avoir une réponse exacte par rapport aux paramètres de coagulation, vous ne pouvez pas thromboliser. Est-ce qu'il s'agit d'un essai clinique randomisé? Non. Il s'agit d'un consensus d'experts qui ont dit évitez d'utiliser si vous n'avez pas une idée exacte sur la coagulation. Et si vous avez une idée exacte, alors à ce moment-là, vous pouvez thromboliser, mais en prenant de grandes précautions. Donc, j'ai un peu parlé de ce que l'on doit faire dans l'accident ischémique avec ACFA, arythmie complète, et quels sont l'outcome qu'il y a par rapport à ça. La fibrillation auriculaire est associée à un plus grand handicap, à une plus grande mortalité. Donc ça, c'est clair. Quand votre malade a une fibrillation auriculaire, vous devez parler franchement avec lui du risque d'AVC, parce qu'il a un AVC, il a un risque sur 4 de mourir, et une sur 2 d'avoir un handicap plus difficile. Est-ce que c'est clair? Donc, vraiment, là, c'est un travail à faire en commun. Le timing de l'anticoagulation a fait couler de l'encre, a fait l'objet de dizaines et dizaines d'articles. Quand est-ce que vous pouvez anticoaguler? Et chacun y va de son propre opinion. Et maintenant, il y a pas mal de consensus d'experts là-dessus. Que montre cette diapositive? Elle montre, si on veut, que les 4 premiers jours sont vraiment dangereux. Plus on s'éloigne, plus le danger diminue et plus on peut thromboliser. Quand on a un malade anticoagulé, quand on a un malade qui a fait son accident vasculaire, c'est entre 2 et 14 jours. Il y a des gens qui vous disent 4 jours. Et vous allez voir qu'en fait, l'anticoagulation va être extrêmement variable en fonction de la sévérité du tableau. Quels sont les paramètres qui font que vous allez anticoaguler plus ou moins tôt? Alors, un des éléments les plus importants qui ont été en considération, c'est qu'après des registres et l'étude multivariée, quelle a été la conclusion? 4 à 14 jours. Vous voyez ces 2 flèches, c'est là où on doit commencer, parce que qu'est-ce qui est en balance? Ce qui est en balance, c'est ça, le risque ischémique et le risque hémorragique. Dans les premiers jours, le risque hémorragique est de 3 à 9%, et le risque ischémique est de 4 à 9%. Donc on est dans une situation où vraiment, si on ne fait pas, c'est un problème. Si on fait, c'est un problème. Et le risque est à peu près égal. Donc, quels ont été les éléments sur lesquels beaucoup de recherches ont été faites pour savoir, nous, ce qu'on fait là-dessus? Alors, un des premiers éléments, c'est la sévérité de l'accident vasculaire. Si l'accident vasculaire est très étendu, multiterritorial, l'anticoagulation ne peut pas être précoce. OK? Si l'accident vasculaire est de très petite taille,
là, on peut aussi se permettre d'attendre un tout petit peu. Il n'y a pas de grand risque, mais le bénéfice-risque n'est pas là. Si l'accident est, disons, modéré, là, c'est là où vraiment l'indication va être la plus importante. Quand vous voyez cette image-là, c'est une image de transformation hémorragique. Là aussi, on a la sévérité de la transformation hémorragique. Donc, j'avais dit l'étendue de l'AVC, en sachant que plus l'AVC est petit de taille, plus vous allez anticoaguler rapidement. C'est ce que le principe Louleni. Maintenant, il y a d'autres éléments. L'âge, le NIS, la tension artérielle et l'état du cœur avec l'existence ou pas d'autres thrombus intracavitaires. Quand vous voyez cette image-là, vous voyez qu'en fait, on a montré des accidents vasculaires de différents types. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Alors, les guidelines de 2016 sont très intéressants parce qu'ils disent, quand vous avez un accident ischémique transitoire, anticoagulé dès le premier jour. En sachant très bien, les accidents ischémiques transitoires ont été revus au niveau de la définition. Ce n'est plus 24 heures, c'est 1 heure. Ne dites plus aux malades, c'est un accident ischémique transitoire, sur ce que moi et nous et vous, la majorité, ont appris au banc de l'université, 24 heures. 24 heures, c'est déjà... Maintenant, au bout d'1 heure, on peut tirer les conclusions. C'est ce que l'évolution de l'IRM et des études de perfusion-reperfusion ont permis. Donc, je voulais vraiment qu'on partage le même langage. Et donc, quand le malade a un risque qui est minime, donc on peut attendre, disons, 1 à 3 jours et 3 jours pour commencer. Quand le malade a un risque modéré, alors à ce moment-là, il faut commencer 6 jours. Ça, c'est les guidelines de 2016. Vous allez voir que maintenant, ils sont discutables. Et quand c'est un accident qui est sévère, il faut attendre 12 jours. Donc, 1, 3, 6, 12. C'est simple à retenir, en fonction de la sévérité. Mais, les AVC, il n'y a pas d'unanimité. Tout ça, il a fallu que les équipes, à la fois, pour qu'on avance, les cardiologues et les neurologues se mettent ensemble pour qu'on puisse avancer sur une attitude commune. Les guidelines de 2021 représentent ce que je disais, l'American Heart Association ou l'American Stroke Association. Donc, se sont réunis pour sortir des guidelines ensemble. Si c'est entre les 2 premiers jours, chez un TIA, c'est un stroke with low risk, un petit risque, 2 à 14 jours, et puis si un gros risque, c'est 14 jours. Et les études qui ont été faites sur les spécialistes d'accidents vasculaires, les strokologistes comme ils les appellent, confirment cette attitude-là à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, quand l'accident vasculaire est minime à modéré, c'est la majorité fait dans les premiers 4 jours. Quand il est sévère, c'est 7 jours et plus. Grosso modo, vous avez des éléments d'une anticoagulation rapide. Quand vous êtes assuré, vous ne pouvez pas parler d'anticoagulation sans imagerie. Ça, on ne peut pas... C'est tout à fait clair. Anticoagulation rapide, sujet jeune, accident ischémique ou accident minime, lésion limitée et pas d'hypertension. On retarde de plus en plus l'anticoagulation en fonction de l'âge, la sévérité de l'accident vasculaire, l'étendue des lésions et une hypertension artérielle qui n'est pas contrôlée. En pratique, les premiers carrés, c'est une IRM sans transformation hémorragique et pratiquement très peu de lésions. 48 heures, on commence. La deuxième, vous avez une lésion qui est minime et modérée, 2 à 4 jours. La troisième, vous voyez la lésion, elle est plus étendue et vous avez 4 à 6 jours. Les lésions qui sont plus étendues à côté demandent plus de jours. Donc, cette étude montre que l'importance des lésions cérébrales est liée directement à la transformation hémorragique. Ce n'est pas compliqué. Plus la barrière hémato-encéphalique est touchée, et elle est touchée dans ce cas-là,
plus il y a la possibilité de passage plus important du médicament et plus le risque vasculaire est important et puis le risque de transformation hémorragique est important, entre autres. Mais quand on passe au cas sévère ou localisé dans des lésions, par exemple de la fosse postérieure, etc., vous êtes dans la situation où il faut que l'anticoagulation commence après le 12 jours. Est-ce que cette situation est, comment on dit, written in the stone, est-ce qu'elle est figée? Non. Il y a des études 2022, 2023 et 2024 qui sont en train de changer tous ces guidelines. Je suis certain que l'année 2024 va connaître une révision de ces guidelines. Il y a des gens qui se sont lancés et qui ont essayé les anticoagulants, même pour des formes modérées, et qui ont trouvé que c'était safe avant 4 jours. En 2023, le rule dont j'ai parlé, 3, 6, 12, est vraiment safe. En 2024, on revient au fait que même dans des cas qui semblaient avant, il fallait être extrêmement prudent, avant 4 jours, le risque n'est pas augmenté. Nous attendons les guidelines qui vont apparaître pour savoir réellement ce que nous devons changer. Moi, ce que je vous demanderai, ce que je vous conseillerais, c'est de garder la règle 3, 6, 12. Pour le moment, c'est celle qui est la plus, je dirais, safe. Je terminerai en 2-3 minutes, si je les ai, messieurs les modérateurs. Les situations claires, on les connaît. Maintenant, on rentre dans des situations de plus en plus compliquées. Une des situations que nous gérons difficilement à l'hôpital Razi et dans le centre Alzheimer, c'est les cerveaux comme ça qui sont en gruyère pratiquement. Ça, c'est une situation qui est beaucoup plus fréquente que vous ne le voyez. On les voit beaucoup, et même beaucoup plus qu'à l'Institut, parce qu'ils se concentrent à cause des troubles cognitifs. Ils se concentrent chez nous. Et c'est un casse-tête impossible. Ce cerveau-là a un risque d'augmentation du saignement qui peut être de plus de 50% en 5 ans. Donc, ces cerveaux-là, quand vous les voyez comme ça, vous êtes en train de voir votre patient et puis il a fait un accident ou une suspicion et vous faites votre imagerie à la clinique ou à l'hôpital en tant que non-neurologue et que vous voyez ça, méfiez-vous fortement. Là, le risque de saignement, il est multiplié, c'est 50% à 5 ans. Parce que ces lésions-là peuvent saigner. Ces lésions-là, vous les voyez dans des maladies génétiques. Le cas d'asile, on n'en a pas beaucoup en Tunisie. Mais ce que nous avons, c'est l'angiopathie amyloïde. L'angiopathie amyloïde est fréquente, beaucoup plus fréquente que vous ne le pensez. Avec le vieillissement de la population, vous allez la voir, et le risque de saignement est important. Alors, on n'anticoagule pas, c'est une question qu'on nous pose, que nos collègues nous appellent. Vous suivez ce patient pour angiopathie amyloïde, il a fait un accident vasculaire, qu'est-ce que vous faites? Le risque de saignement chez ces patients est très important. Et ils ont, de par leur maladie, un risque embolie et un risque d'accident vasculaire ischémique plus important. Donc, nous le faisons vraiment au cas par cas. Où sont les lésions? Quelle est l'étendue de l'hémorragie? Quel est l'âge du patient? Quel est le stade cognitif? Plus le stade cognitif est avancé, moins c'est utile de courir un risque de faire saigner le malade. Alors, nous tenons compte aussi de ce qu'il y a une sidérose superficielle ou pas. C'est pour ça, et quand on a des accidents de ce type-là, on leur dit faites une antiagrégation, double antiagrégation, et n'allez pas, malgré l'existence aux anticoagulants qui sont risqués. Un autre champ qui s'étend, donc ça c'est un champ qui s'étend au sujet âgé, c'est les accidents vasculaires du sujet jeune. Quel est le problème actuellement qui est rencontré, que vous connaissez mieux que moi? Nous imposons à nos jeunes, et je parle par exemple des médecins, un rythme de vie insensé. Et le stress est un élément extrêmement important de fibrillation auriculaire paroxystique qui peut devenir persistante. Donc le mode de vie qui est en train d'évoluer fait que vous allez de plus en plus rencontrer des fibrillations non valvulaires. Et là aussi, le problème est important parce que là, c'est vraiment les indications aux thrombolyses, c'est l'indication à la thrombectomie, et puis c'est là où on doit être encore un peu plus agressif. Je finirai par cette diapositive qui fait que je pense que je reviendrai un autre jour discuter avec vous, parce qu'il y a tous ces accidents vasculaires cérébraux silencieux, avec la fibrillation auriculaire. Tous les troubles cognitifs qu'il y a avec la fibrillation auriculaire. Alors, il y a des travaux énormes. Et l'épilepsie qui est plus fréquente en cas de fibrillation auriculaire.
tous ces éléments-là sont en train d'être prospectés et nous espérons donc avancer là-dedans et en discuter avec les cardiologues parce que je vous ai dit que c'est une prise en charge du neurologue, du cardiologue. Ceux qui connaissent les Dalton connaissent Avarel. Avarel, c'est le grand, c'est le neurologue. Et ses trois frères lui disent toujours « Avarel, tais-toi ». Alors le neurologue nous dit « N'oubliez pas que le cerveau est un grand seigneur, qu'il saigne énormément ». Et puis les autres lui disent toujours « Avarel, tais-toi ». Merci beaucoup, Dr Guider, pour cette communication importante. Je pense que l'assistance dans la salle est en majorité de cardiologues. Demandera beaucoup d'explications et d'éclaircissements au Dr Guider, parce que parfois les avis ne sont pas partagés, les conduites sont un peu différentes et c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement important. Il y a 16 millions d'accidents vasculaires cérébraux dans le monde tous les ans et il y a 5,7 millions de décès par an. Le sujet est énorme, le sujet a plusieurs facettes. Le sujet est entre les cardiologues et les neurologues, donc ça va mériter une discussion. Et avant de passer la parole à Dr Nadi Hamami, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dr Hagui. Merci, Dr Guider, pour cette belle présentation. J'ai une question pratique. En fait, je pense que mes collègues voyaient toujours des patients qui ont fait des AVC ischémiques alors qu'ils recevaient un traitement anticoagulant correct, soit un AOD avec la bonne dose, ou avec un INR le jour de l'AVC entre 2 et 3 par exemple. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va switcher? En fait, chacun il a sa pratique. On ajoute un antiagrégant. Il n'y a pas de base evidence médecine. Est-ce qu'on change un AOD par un autre AOD? Donc, quel est votre elle est très simple. Nous, à la phase aiguë de l'AVC, nous, on considère qu'on est en première ligne. Mais quand on revient à l'étiologie, nous ne sommes pas, quand il y a déjà une arythmie, là, nous n'avons pas votre compétence. Est-ce que ce malade a besoin que vous fassiez un geste dessus au niveau du cœur? Est-ce que ce malade a besoin d'un traitement encore plus important? Parce que il a beau avoir l'INR qui est bon, il a beau avoir la coagulation qui est bonne. S'il fait une situation stressante où il fait une tachycardie paroxystique, il peut avoir un embole qui va partir. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, les cardiologues, qui connaissez ça encore mieux que moi. Le fait qu'il y ait un accident vasculaire veut dire que quelque part, il y a un échec du traitement. On sait que quel que soit le traitement bien conduit, le risque n'est jamais nul. Mais, quelque part, il y a un échec relatif de ce traitement que l'on doit gérer. Les neurologues peuvent vous aider à gérer l'accident vasculaire et ses conséquences, mais les troubles du rythme qui sont générateurs de ça, si c'est transitoire, si c'est persistant, ou si c'est une ACFA qui est installée, c'est vous qui savez gérer mieux que nous. Nous vous conseillons ou pas, est-ce qu'on fait ça? Nous vous disons on trombolise pas. Ultérieurement, on vous dit voilà où on peut la marche. C'est là où on discute. Nous, on est impuissants. Le cerveau, il est victime, il n'est pas coupable. Ce n'est pas une sclérose en plaques. Qu'est-ce que tu changes comme traitement? Ici, si le cœur envoie un embole, on a beau être le meilleur neurologue du monde, on ne pourra rien faire, on ne peut que aider à thromboliser le patient. C'est la gestion justement de ces facteurs de risque sur laquelle nous voulons, dans le cadre du plan AVC qui est en train d'être discuter avec les spécialités qui sont avec nous. Comment gérer ça? Je ne fuis pas la question, mais je vous dis quelle est ma marge de responsabilité là-dedans. Ma marge de responsabilité, elle est le cerveau et ce qu'il a comme victime. Il y a deux questions derrière. Oui, Madame Drissa. J'ai voulu aussi d'abord te féliciter pour cette très belle conférence, très didactique. Ceci n'est pas étrange. Aïch. Vous connaissez. Donc le sujet de l'AVC, comme l'a dit, est un sujet qui reste mystérieux. L'AVC est traitement anticoagulant. D'un côté, on a peur de l'AVC, de la récidive de l'AVC, l'extension des lésions, et qui dit extension de cette transformation hémorragique. D'un autre côté, aussi, on a peur de la transformation hémorragique. C'est bien que vous nous ayez donné
c'est un mois, vous dites un jour, c'est ça? 3 jours, 6 jours, 12 jours. Et 12 jours, c'est le maximum. Passer les 12 jours, on est tranquille. On n'est pas tranquille, on est moins inquiet. Moi, vous voyez, on va démarrer parce qu'on a envie de démarrer dès le premier. Si ça tenait à nous, cardiologues, on a envie de démarrer si le patient a haut risque de récidive. Il y a quand même des critères qui nous disent que le patient va récidiver, il peut récidiver plus qu'un autre. Mais il y a des situations très, très délicates, notamment quand il s'agit d'une prothèse. Il n'y a pas que l'arythmie. L'AVC sur prothèse, c'est une complication. C'est l'une des complications majeures du remplacement glandulaire. Quand on a une prothèse, on ne peut pas appliquer cette règle. Bien sûr. On ne peut pas. On va raccourcir de nous-mêmes et chacun fait à sa tête. Si le malade, moi, en tant que cardiologue, qu'est-ce que je fais? Si le malade, il est bien conscient, il réagit très bien, et si les lésions, d'après le scanner, ne sont pas très sévères, moi, je fais le TO aussi. Quand je trouve un thrombus sur l'auricule, je démarre rapidement, dès le 3e, 4e jour. Mais si je ne trouve pas la prothèse, elle fonctionne normalement, c'est-à-dire l'éventuel caillot a migré, totalement migré, on ne trouve rien, on peut ne rien trouver à l'ETO. Mais je ne peux pas le laisser, parce que le risque, ce n'est pas uniquement un deuxième AVC, mais surtout la thrombose massive de la prothèse, et avec un risque vital imminent. Dans ce cas-là, on fait à notre tête, et malheureusement, on ne trouve pas la réponse à ces questions. Et des fois, avec le neurologue, on n'arrive pas souvent à nous entendre. Juste une dernière question. Je suis en train, pour ce qui est du clopidogrel et la prescription, les neurologues prescrivent, c'est pas nous en cas d'AVC. Et il y a des neurologues qui donnent pendant 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Si on fait par analogie à l'infarctus, au bout d'une année, on va l'arrêter. Alors je vais essayer d'être bref parce que là, ils sont un peu inquiets, les modérateurs. Je vais être bref dans la réponse. Moi, le conseil que je vous donne, avec ce que je suis en train de voir, essayez de trouver un neurologue avec qui vous communiquez bien. Ça, c'est la... Allez, il ne s'agit pas uniquement d'un problème de sentiment, ou de pressentiment, ou d'inquiétude. Il y a des facteurs importants. Lui, quand il va trouver un cerveau en gruyère auquel vous n'avez pas attaché, mais il dit, tiens, regarde le radiologue, il a parlé d'un peu de microblide, mais méfie-toi, je n'irai pas vers ça. Vous allez joindre vos compétences. Vous connaissez le cœur mieux que n'importe qui. Et vous savez qu'une valve qui n'est pas d'anticoagulant, c'est un risque mortel. Là, on ne discute pas. Mais de toute façon, mais le problème sur lequel je vous parle, c'est la responsabilité médico-légale. Elle doit être partagée. Il y a l'information de la famille. Les gens, ils me les consensus chez Koulou. Le code de déontologie vous dit de traiter selon les preuves de la médecine actuelle. C'est ce que dit exactement le consensus de 2023. Et vous n'anticoagulez pas avant 6 jours. Pourquoi vous l'avez anticoagulé? J'ai eu l'impression, et c'est risqué, c'est que il faut que vous le fassiez. C'est un peu rigolo, mais je l'ai mis ensemble. L'AVC n'est plus un travail de quelqu'un. C'est un travail de groupe. Et c'est une responsabilité de groupe. Tout le monde n'a pas la chance de faire que dans la famille neurologue, il est tranquille. Lui, cardio, elle a les neuros. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. We'll take one more question and go to the next speaker, I think. And we can leave the question at the end of the session. No question. Une question. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Vous avez dit si le patient est sous anticoagulant, on ne peut pas faire la thrombolyse si l'indication y est. Mais si le patient... J'ai pas dit ça. J'ai vraiment pas dit ça. Et heureusement que tu m'as posé la question. أنا بريء من الكلام اللي قلته. لا. C'est pas compliqué. Rich qu'on a discuté, s'il est sous AVK, tu vérifies l'INR. S'il est sous anticoagulant nouveau, est-ce que tu connais l'état de la coagulation? Il y a des anticoagulants nouveaux sur lesquels tu peux étudier la coagulation et mettre éventuellement un antidote. Il y a ceux où tu ne peux pas. Si tu peux, tu gères en fonction de l'état de la coagulation et tu peux faire. Si tu n'as pas un moyen de gérer la coagulation du patient alors qu'il est sous anticoagulant et que l'anticoagulant est là, tu n'y vas pas.
Est-ce que c'est clair? En fonction du fait que tu peux ou pas gérer la situation. La question était si le patient il a arrêté son traitement. Depuis combien de temps? Voilà, je me demande quel délai. 48 heures. 48 heures. 48 heures. Le Naswad. Okay. We'll keep the question. This is interesting. We'll keep the question at the end of the session. Dr. Gueda is not going anywhere. He's the only neurologist in this meeting. Because you love cardiology. Thank you so much, Dr. Gueda, for this interesting presentation. Now I would like to welcome our next speaker, Dr. Nadia Hammani. She's going to talk to us about when to opt for percutaneous neurointervention management. Dr. Nadia, the floor is yours. Thank you so much. Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation pour cette invitation et je remercie également mon cher ami Selma Abdeslem pour cette invitation. Et donc, voilà, donc, on va enchaîner avec la prise en charge endovasculaire. Et nous avons alors un patient qui a aux antécédents d'ACFA et qui se présente avec un accident vasculaire ischémique à la phase aiguë. Quand est-ce qu'on va mettre l'indication d'une thrombectomie mécanique? Eh bien, je ne saurais répondre à la question sans avoir recours à l'imagerie. Il faut absolument avoir recours à l'imagerie. Et qu'est-ce qu'on va chercher, justement? On va chercher l'occlusion vasculaire, l'occlusion d'un vaisseau de large calibre. L'examen clé, et facile à faire, ce sera un angioscanner qui va montrer l'image d'arrêt au niveau de l'artère occluse. C'est simple, c'est efficace et c'est rapide. On peut parfois avoir recours à des injections, à un angioscanner avec des temps tardifs pour éliminer les faux diagnostics d'occlusion vasculaire. Voici un cas qui date de cette semaine, de ce lundi. On a une alerte de thrombectomie mécanique. Le patient arrive, on réalise un angioscanner. On a cette image de défect que vous voyez ici au niveau du segment M1, mais on avait un doute par rapport à cette image de défect et on réalise un temps tardif et on voit que cette artère, elle est perméable, mais au fait, il s'agissait d'une sténose serrée à l'origine de l'artère cérébrale moyenne. Alors après, si notre plateau technique dispose d'une IRM qui est disponible, bien sûr, on peut réaliser une angio-IRM qui montrera toujours l'image d'arrêt au niveau de l'artère occluse. On peut également réaliser une angio-IRM des trans supraaortiques. Donc, première chose à laquelle l'imagerie doit répondre, c'est présence ou non d'une occlusion d'un vaisseau de large calibre. Parce que la question, je suis toujours appelée pour des patients ayant un accident vasculaire ischémique, ils ont eu simplement un scanner sans injection de produits de contraste, et ils me disent, est-ce qu'il y a une indication à une thrombectomie? Je ne peux pas répondre. Il faut rechercher cette occlusion vasculaire pour savoir si on fait ou pas. La deuxième chose importante également à rechercher, c'est essayer d'évaluer l'étendue des signes précoces de l'AVC. Et ceci en s'aidant du score ASPECT. Au fait, ça correspond, le territoire de l'artère cérébrale moyenne est divisé en 10 régions. Chaque région vaut 1 point. Le scanner cérébral normal, c'est un score à 10. Et chaque fois qu'on va noter une lésion ischémique précoce, on va trancher 1 point. Alors, le scanner n'est pas très sensible, c'est clair, pour les lésions ischémiques précoces. Encore une fois, si on dispose d'une IRM, ça sera la séquence de diffusion. Vous voyez très bien comme les lésions sont vraiment bien visibles. Et puis, si on ne dispose pas d'IRM, on peut aussi s'aider de l'imagerie de perfusion. Un scanner de perfusion avec la cartographie de flux peut répondre sur l'étendue de la lésion ischémique, donc le corps ou la nécrose, on va dire, ischémique. Alors, autre question à laquelle parfois on est amené à répondre, c'est pas tout le temps, on va voir après, c'est d'évaluer la zone de pénombre. La zone de pénombre, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire on va essayer de savoir entre la partie nécrosée, déjà donc irréversible, et le tissu cérébral hypoperfusé et qui est encore viable, est-ce qu'on a une marge ou pas? Donc pour cela, il faut s'aider, il faut absolument avoir une imagerie de perfusion. Donc on comparera la diffusion et la perfusion, ou les cartographies de flux et les cartographies time to peak ou MTT. Autre chose qui peut nous aider, c'est le mismatch radioclinique. Ça aussi, c'est très important aussi, parfois. Donc, comment on va raisonner? Les lésions sur l'IRM ou sur le scanner sont très peu étendues alors que le patient est grave. Il a un score NIS très élevé. Donc, ceci témoigne que l'atteinte cérébrale va évoluer vers une atteinte étendue. C'est ce qu'on appelle le mismatch radioclinique. Alors maintenant, sur le plan pratique,
quels sont les critères de sélection des patients pour une thrombectomie mécanique? C'est simple. Si le patient arrive avant les 6 heures, alors il faut qu'il y ait un déficit neurologique, bien évidemment avec un score Nice supérieur ou égal à 6. Il faut exclure bien évidemment une lésion hémorragique. Il faut que le score aspect, donc sur le scanner, soit supérieur ou égal à 6. Ça veut dire que les lésions ne sont pas trop étendues. Et il faut objectiver une occlusion vasculaire d'un vaisseau de large calibre. Pour cela, un scanner cérébral avec un angioscanner ou une IRM de diffusion avec angio-IRM vont répondre à la question. Maintenant, si nous sommes au-delà des 6 heures, donc, on va rechercher les éléments qu'on vient de citer là. Donc, l'occlusion vasculaire, l'étendue, mais en plus, on va rechercher la zone de pénombre. C'est là où on va rechercher la zone de pénombre, soit en s'aidant, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué par l'imagerie de perfusion, à l'IRM ou au scanner, ou il ne faut pas oublier également le mismatch radioclinique. De toutes les façons, il faut suivre les recommandations des études Diffuse 3 et Down. Sans rentrer trop dans les détails, sachez que l'étude Down repose sur le mismatch radioclinique et l'étude Diffuse 3 repose sur le mismatch radiologique, donc diffusion-perfusion. Alors maintenant, nous avons sélectionné notre patient, il est candidat à une thrombectomie. Comment on peut réaliser cette thrombectomie mécanique? C'est soit par stent retriever, soit par aspiration ou les deux à la fois. Voici un exemple d'un patient qui a été traité par stent retriever, 65 ans, il arrive aux urgences à âge de 30, aphasie, hémiplégie, un score à 21 quand même, c'est un score assez élevé. La lésion que vous voyez ici sur la diffusion, elle est très peu étendue, alors que la zone de mismatch, donc la zone de pénombre, est vraiment large. Occlusion de M1. Le patient a été thrombolysé et puis il a été acheminé en salle de vasculaire et on retrouve ici, donc c'est une opacification de l'artère carotide interne gauche, incidence de face et de profil, l'image d'arrêt au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Alors la technique du stent retriever consiste à monter un microcathéter, à traverser à l'aveugle ce caillot, positionner le microcathéter en aval du caillot et puis on va déployer le stent et puis donc on va retirer le tout afin de retirer le caillot. Alors, la deuxième technique à laquelle on peut avoir recours, c'est la technique de thromboaspiration. Alors, exemple, donc patient 76 ans, diabétique hypertendu, il a présenté une crise tolycocolonique et il a consulté aux urgences Habib Temer. Tout de suite acheminé à l'Institut de Neuro, moins de 3 heures par rapport à l'installation du déficit neurologique, parce qu'après la crise épileptique, il a fait quand même un déficit neurologique. Donc, à 11h45, 10 minutes après son arrivée à l'Institut, l'angioscanner a été fait. Alors, pourquoi on était rapide? Parce qu'on a été alerté. Et on était alerté sur un type d'AVC qui est très grave. Pourquoi? Parce que le score Nice était élevé, c'est un patient qui était somnolent, avec un strabisme divergent, avec une hémiplégie droite et aphasie, et Dr Guider va sûrement nous dire que c'est un AVC du tronc cérébral. Donc l'alerte était lancée d'un AVC du tronc cérébral, donc le patient n'a pas été acheminé via les urgences de l'Institut, il est arrivé directement au scanner, la neurologue était au scanner avec nous en train de l'attendre. Le score de Glasgow était à 10/15, donc patient presque comateux. Le scanner montre l'hyperdensité spontanée au sein de l'artère basilaire, l'image de défect au niveau du tiers supérieur de l'artère basilaire, et l'examen clinique montre un patient complètement déficitaire, une hémiplégie droite avec une aphasie complète. Donc, il n'arrive pas du tout à bouger son hémicorps droit. Alors, je passe rapidement. L'abord fémoral a été réalisé 25 minutes après son arrivée. L'opacification de l'artère vertébrale droite montre l'image d'arrêt au niveau du tronc basilaire. La thromboaspiration consiste à mettre le cathéter d'aspiration en regard du caillot. Il va être relié avec une pompe d'aspiration ou une seringue à vide. Et donc, on va réussir à reperfuser l'ensemble du territoire, donc l'artère basilaire et les artères cérébrales postérieures. La reperfusion a été réalisée 1h05 par rapport à l'arrivée. Le score Nice immédiatement après à 3, le score Nice à la sortie à 0. Voici l'examen clinique immédiatement après. C'était dans la salle de réveil et donc le patient a complètement récupéré son hémiplégie et son aphasie. Il bouge donc les 4 membres. Non, c'était un miracle. Franchement, pour ce patient, c'était un miracle. Et puis...
Merci beaucoup. Alors, le soir même, à 23h, je reçois un message sur Messenger. Justement, notre patient qui avait un AVC du tronc à 14h, il est en train de manger son yaourt, donc dans son lit, le jour même à 23h. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et à 1 mois, voilà, le patient, il est content, il est parfaitement donc asymptomatique. Voilà, donc le but de la thrombectomie, quelle que soit thromboaspiration ou stent retrieval, c'est d'essayer d'avoir une reperfusion la plus complète possible. Et cette reperfusion va être évaluée selon le score Tiki modifié. Le meilleur score, bien évidemment, c'est le score 3. Après, alors, vous allez me dire quelle technique utiliser, la thromboaspiration, le stent, en sachant que c'est le stent retrieval qui a été validé en priorité par les sociétés savantes. Mais sachez que de plus en plus maintenant, on voit des publications qui montrent que l'utilisation de la thromboaspiration de première intention a un bénéfice clinique. Pourquoi? Parce que c'est une technique rapide. C'est une technique rapide, plus rapide que le stent retrieval. Et puis, on peut switcher vers une technique combinée immédiatement en mettant un microcathéter et en déployant le stent. En plus, en cas d'accident ischémique secondaire d'origine cardio-embolique, la thromboaspiration aurait de meilleurs résultats cliniques. Pourquoi? Parce qu'on sait que les caillots, les thrombus des accidents vasculaires d'origine cardio-embolique sont larges, sont de gros volumes, et donc les cathéters d'aspiration ont une lumière interne assez large. C'est pour cela que la thromboaspiration marcherait mieux. Mais sachez qu'il y a des limites à cette technique. Alors, quelles sont les limites? Alors, il faut que le cathéter d'aspiration soit aligné avec l'artère occluse. À ce moment-là, la technique va marcher à merveille. Par contre, si nous avons un angle aigu entre le cathéter d'aspiration et l'artère occluse, ça ne marchera pas. Et voici un exemple de notre pratique, une occlusion de la terminaison de l'artère carotide interne. Un premier passage, tout le monde était content, il pensait que la reperfusion était complète, mais elle n'était pas complète, parce que on a reperméabilisé la terminaison carotidienne, oui, la branche supérieure des divisions de l'artère cérébrale moyenne, oui, mais il y a quelque chose qui manque ici, c'est la branche inf de division de l'artère cérébrale moyenne. Et on a beau essayer de reperméabiliser cette artère, mais on n'a pas réussi, parce qu'il y a cet angle, au fait, entre notre cathéter d'aspiration et l'artère. Donc, on n'a pas réussi, finalement, et on n'avait pas, malheureusement, de stent retrieval, parce que dans ce cas-là, mettre un stent, avec le stent, on peut récupérer ce caillot. On ne l'avait pas, malheureusement. Et donc, le résultat, bon, on a eu une petite amélioration, et le résultat, bien évidemment, ce n'est pas une surprise, il est incomplet, on a ce vide parenchymographique. Alors, heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Un deuxième patient, pratiquement le même tableau, et avec une occlusion de la terminaison de l'artère carotide interne. Donc, on réalise, voilà, la technique de thromboaspiration encore une fois, donc avec le cathéter d'aspiration en regard immédiat du caillot. Premier passage, on libère l'artère cérébrale, la partie initiale de M1 et la carotide interne. Deuxième passage, nous avons la branche inférieure de l'artère cérébrale moyenne qui est vascularisée. Et puis, troisième passage, on a tout le territoire de l'artère cérébrale moyenne reperméabilisé. Alors, j'ai parlé des critères des recommandations, des guidelines, avec un NIS supérieur à 6, un aspect supérieur ou égal à 6, et une occlusion d'un vaisseau de large calibre. Mais, comme en ce qui concerne la neuro, également en neuroradiologie interventionnelle, la science évolue, la technologie évolue, et donc sachez que en cas d'accident ischémique avec un score de NIS inférieur à 6, donc le tableau n'est pas très sévère, mais il faut qu'il y ait un handicap quand même, comme trouble de la parole, aphasie ou autre chose. Donc avec une occlusion d'un vaisseau de large calibre, sachez que la thrombectomie mécanique aurait un bénéfice clinique, et ceci est en cours d'évaluation par des études randomisées. Deuxième nouveauté, les lésions ischémiques larges, détendues, avec une large étendue. Là également, la thrombectomie, des études ont montré que la thrombectomie mécanique a un bénéfice clinique, mais avec un risque d'augmentation de transformation hémorragique. Mais le bénéfice clinique y est. D'autres études sont en cours afin de valider cette théorie. Enfin, l'occlusion distale d'un vaisseau de moyen calibre peut également bénéficier d'une thrombectomie mécanique. Plein d'études sont en cours pour valider et les sous-groupes qui peuvent bénéficier de cette technique et donc les indications précises. Voilà, je pense que j'ai peut-être dépassé mon temps.
voilà, je vais passer sur les résultats. Donc, voilà, les résultats de l'Institut, c'est pas grave. Sachez que, bon, juste, on a eu une thèse qui va être soutenue très prochainement, portant sur 30 patients, et que pour les résultats cliniques que nous avons pu avoir, des patients avec un score MRS à 1 mois inférieur à 2 dans 50% des cas et inférieur ou égal à 2 dans 70% des cas. Je vous remercie et je remercie toutes avec Merci beaucoup pour cette belle communication. Vous étiez dans les temps, hein, et on ne va pas dépasser. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui va susciter beaucoup de discussions et nous, cardiologues interventionnels, parce qu'on fait aussi de la thromboaspiration dans les phases aiguës d'infarctus, et on sait que quand on reperméabilise même partiellement l'artère et avec les drogues antithrombotiques, la grastate ou la thrombolyse, bien sûr, le travail est fini par, si vous voulez, le traitement chimique. Et donc, c'est une question importante parce que les neurochirurgiens, les neurologues interventionnels sont peu nombreux dans notre pays, les AVC sont très fréquents et la thromboaspiration peut être faite aussi par les cardiologues interventionnels. Qu'en pensez-vous? Alors, la réponse est simple. La réponse est simple parce que, oui, ça peut être réalisé par les cardiologues, mais il faut la formation requise. Tout simplement. C'est-à-dire que nous, nos résidents, actuellement, quand ils passent dans le service, ils suivent un cursus de formation. Il y a un cursus de formation clair, bien établi. Pour tout ce qui est thrombectomie, c'est au moins 1 an. Si on veut aller au-delà pour les actes de neuroradiologie interventionnelle, c'est 2 ans, voire plus. Donc, si le médecin X, quelle que soit la spécialité, veut faire de la thrombectomie, il faut qu'il suive le cursus de formation. Un cursus de formation bien établi avec tout ce qu'il faut, comme dans le cadre de la formation. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi je dis que c'est vrai que les cardiologues, ils ont la main, tout ce qui est cathétérisme, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. Les artères du cœur ne sont pas les artères du cerveau, ce n'est pas la même anatomie, ce ne sont pas les mêmes réflexes. Même les radiologues interventionnels périphériques qui font du vasculaire périphérique aussi nécessitent une formation pour faire la thrombectomie parce que ce n'est pas du tout la même chose. Je peux vous dire un exemple de la vie courante, hein, donc un radiologue interventionnel chevronné. Il est très bien expérimenté. Il y avait une fistule sur la carotide interne. Il a dit, je vais mettre un stent, c'est facile. Un stent sur la carotide intrapétreuse, c'est quelque chose de facile pour moi puisqu'il a l'habitude de manipuler les stents, etc., les microcathéters. Alors, après, il m'appelle, il me dit, j'ai eu une hémorragie cérébrale importante et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je lui dis, mais montre-moi les images. Où est-ce que tu as mis ton microguide? Et en regardant les images, j'ai vu le microguide, il était très haut placé. Il ne s'est pas aperçu de la position du microguide. Il ne s'est pas aperçu que le microguide était blessant, traumatisant, et le patient est décédé. C'est ça, en fait. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas on peut ou on peut pas. Nous aussi, en tant que neuroradiologues interventionnels, on peut faire les interventions sur les coronaires, mais je ne le ferai pas, parce que je ne connais pas les indications, je ne connais pas voilà. Donc, je n'ai pas la formation requise pour ça, donc je ne le ferai pas. Je pose la question autrement. Je vais vous déranger. Pas grave. Voilà. On admet un accident vasculaire cérébral ischémique étendu avec tous les critères de nécessité de reperméabilisation en urgence. On n'a pas de neurologue interventionnel. Le patient est jeune. Le pronostic, si on ne fait pas quelque chose, est grave. Est-ce que le cardiologue interventionnel de l'institution, qui est habitué à faire de la thromboaspiration dans la salle de cathétérisme, a le droit de faire cela ou non? Déjà, la question intime, Loul Kotli, il a un accident vasculaire étendu. Oui. Rien que ça, un accident vasculaire, les guidelines, l'accident vasculaire ne doit pas être étendu. Si l'accident vasculaire cérébral est étendu, qu'il touche tout le territoire de l'artère, c'est foutu, on ne peut plus faire quoi que ce soit. J'ai dit un accident assez étendu qui nécessite la reperméabilisation de l'artère. Un accident vasculaire. L'indication y est. Un accident vasculaire. Est-ce que vous avez le droit ou pas? Non, vous n'avez pas le droit de le faire. On n'a pas le droit. Voilà. Ça, c'était pour l'assistance, pour la salle. C'est très important de clarifier cela, parce que si le patient évolue mal, et si le dossier va en justice, ça le fout mal. Voilà.
c'est la gestion. Si la famille, même si vous sauvez le malade, si la famille porte plainte, vous êtes dans des dégâts énormes. Je me rappelle très bien de la personne qui a essayé de sauver quelqu'un qui était en plein au corps étranger et qui a mis pour lui permettre de respirer. Il a été mis en tort parce qu'il considérait qu'il faisait un acte illégal. Tout ce qui touche à ce type d'acte est spécialisé. Nous, les neurologues, on range notre flanc. On connaît les artères du cerveau médian. You are from Egypt? Libya. Libya. They have solved their problem in Egypt and Libya. There's neurologists which are neurointerventionists. Ahmed Bassiouni, tu connais dans la... Yes, in Egypt. Yeah, from Egypt. But what the pathway is important. Il faut qu'il y ait une formation qualifiante. Ce que dit Ned est absolument certain. Je ne suis pas d'accord sur l'attitude française révolue des radiologues qui prennent tout. Non. Ils doivent, eux, ouvrir le champ et former des gens. Ils ne sont pas suffisants, il y a des gens qui sont là, mais eux doivent nous montrer le chemin en disant tu as besoin de faire 1 année ou 2 années, quel que soit ton chemin de départ, pour pouvoir faire ça. Si on arrive à faire ça, en fait, on résout un problème de population, pas un problème d'égout. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Même en France, ça a évolué. Il y a un cursus de formation pour les neurologues. Mais il va ne faire que ça. Le stroke, la thrombectomie, le vasculaire, une fois par mois, une fois. Non, il va oublier, il va perdre la main. Vous connaissez très bien ça, vous, les cardiologues interventionnels. Quand on ne travaille pas, on perd la main. Donc il faut travailler, il faut avoir les réflexes, il faut. Voilà. Dernière question avec Dr Ahmed. Oui, moi je suis radiologue. Je suis neuroradiologue à la base et avec la formation en interventionnel. Alors j'ai eu la chance de faire les deux, car en Allemagne il y a un loi. C'est un problème, c'est un problème c'est un problème du service de personnes. Il faut que l'État mette des lois. Il y a une loi allemande qui dit chaque 100 km il y a une thrombectomie cérébrale. C'est une loi, si tu n'appliques la loi, et qui doit appliquer la loi, c'est l'autorité locale. Tout à fait. Locale, elle doit fournir quelqu'un qui fait du thrombectomie. Et du coup, j'étais cardiologue, on n'avait pas de neurologue, on a un seul neurologue interventionnel qui ne peut pas faire acétylcholine que sous les gardes, et il nous a formés. On s'était obligé, tous les gardes, d'aller avec lui de façon volontaire parfois. On a pris ça, on fait ça, ça marche bien. Je ne le fais pas non plus, j'ai changé de ville, mais il faut faire quelque chose. C'est clair. On ne peut pas rester comme ça. C'est clair. D'ailleurs, on est en train d'essayer de pousser vers il a annoncé déjà, Dr Guider, vers le plan. Il faut un plan, au fait, national AVC. Il faut établir les connexions entre les différents centres. Moi, j'ai toujours dit, je suis prête à former j'en ai formé plein, mais malheureusement, ils sont partis en France. Maintenant, j'ai un qui est avec moi, heureusement. J'aurai un deuxième et j'aimerais bien avoir, et j'ai demandé au chef de service de radio à Sousse et à Sfax envoyez-moi vos jeunes, enfin, j'espère qu'ils vont rester, mais on est prêt pour les former, au moins pour qu'on ait un centre quand même de thrombectomie au centre de la Tunisie, à Sousse ou à la Monastir, et puis à Sfax, et d'autres à Tunis, bien évidemment. Dernière question. C'est juste un petit commentaire, simplement pour dire vous remercier d'abord pour l'effort que vous faites et pour la présentation. Et deuxièmement, parce qu'on est toujours focalisé sur ce qui manque. Par contre, si on fait compter le nombre d'AVC qu'on ne thrombolise pas, on sera très surpris en Tunisie. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts déjà pour optimiser nos moyens, mais après avoir de nouveaux moyens et faire éventuellement même une thrombosation tous les 100 km. Donc déjà, on a des moyens qui ne sont pas utilisés. Essayons d'optimiser nos moyens et d'étendre nos connaissances et nos techniques après. Tout à fait. On est en train d'installer ce qu'on appelle un réseau de télestroke. L'expérience a commencé bientôt au Rosfers. Les services de neurologie dans le service de l'Institut doivent s'ouvrir aux régions où il n'y a pas de neurologue. Il y a 10 gouvernorats sans neurologue. Où les urgences, les gens sont en train de mourir. On a mis le plan sur pied, on est en train de mettre les choses. Ne croyez pas qu'on croise les bras. Acceptez ma franchise. Les neurologues n'ont pas la chance des cardiologues.
Si tu fais un AVC, tu n'es pas pris en charge. Si tu fais un infarctus, tu es pris en charge. Tout simplement, quand les moyens de l'État seront mis pour sauver des cerveaux, quand on aura le cerveau pour penser qu'on doit sauver des cerveaux, on aura une solution. Aujourd'hui, personne n'y pense. Malheureusement, on est sous cortical. Merci beaucoup, Dr Hammam, pour cette belle présentation. On tient à rentrer chez nous, ça et sauf. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à... on continue dans le même sujet, par la prise en charge des cardiologues maintenant dans ce problème d'AVC. On va inviter Dr Imtinan Belmrad pour nous parler de comment optimiser le traitement antithrombotique. Ouais, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de discussions. C'est un énorme sujet, Rao. On ne lui donne pas beaucoup de temps, beaucoup d'importance, beaucoup d'énergie. Mais la responsabilité nous incombe tous, Rao. Moi, ça m'est arrivé une fois de thromboliser un malade qui est un parent à moi, sur l'autoroute Bimbej-Outounz. Parce qu'à 6 h du matin, ils ont fait un diagnostic d'AVC. À la première heure, ils ont fait le scanner, je te l'ai envoyé, Riyad, je t'ai envoyé le scanner à 6 h 30 du matin, et il ne m'avait pas thrombolisé là-bas. On a mis le patient dans l'ambulance, on a fait sortir une ambulance avec le thrombolytique, il a été thrombolisé sur l'autoroute, et ça a été efficace. Donc, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc, après les deux belles présentations par professeur Guidre et professeur Hammam, moi, je vais vous parler des patients qui font un accident ischémique cérébral et chez qui ils sont en fibrillation atriale. Bon, la majorité, tout ce que je vais dire a été dit par professeur Guidre. Voilà. Bon, je vais peut-être réinsister, d'accord. Bon, je commencerai tout d'abord par rappeler les caractéristiques épidémiologiques des accidents vasculaires cérébraux chez les patients en FA. Au fait, la fibrillation atriale est responsable de 20 à 30% des AVC ischémiques, un taux qui dépasse 35% quand on a plus de 80 ans. La particularité de ces AVC, qui sont de grande taille, avec comme caractéristique plus d'invalidité, plus de mortalité et donc plus d'hospitalisation et de coûts. Une notion importante, c'est que ces patients, pendant les 2 premières semaines, sont à haut risque de récidive d'événements ischémiques, de récurrence ischémique et de transformation hémorragique. On estime que le risque de récurrence ischémique est de 0,5 à 1,3% par jour pendant les 2 premières semaines et de transformation hémorragique de 9% sur l'imagerie. Donc, il faut mettre ces 2 risques en balance chez ces patients. La transformation hémorragique peut aller du simple pétéchie sans effet de masse à l'hématome parenchymateux avec effet de masse. Et l'incidence de la transformation hémorragique symptomatique est de 0,6 à 20% selon les séries. Il y a des facteurs de risque qui prédisent cette transformation ou qui majorent cette transformation hémorragique. Il y a tout d'abord le terrain, les sujets âgés, insuffisants rénaux, thrombocytopénie. Il y a surtout la largeur de l'AVC. Plus l'AVC est large, plus le risque de transformation hémorragique est important. Et également, il y a les thérapeutiques associées, le traitement antithrombotique, la thrombolyse et le timing de la revascularisation. Donc, il n'y a pas une définition claire de ce qu'on appelle l'infarctus large. Il y a une définition consensuelle basée sur le score qui dépasse 15 ou bien des lésions qui impliquent un territoire, soit un territoire artériel complet ou plus qu'un territoire artériel. D'accord. La survenue d'un accident ischémique cérébral chez un patient en fibrillation auriculaire pose 2 difficultés. La première difficulté, le délai d'initiation du traitement anticoagulant. Et la deuxième difficulté, est-ce qu'il y a nécessité d'un traitement héparénique ou non pendant la phase aiguë. Donc, quand est-ce qu'on va démarrer le traitement anticoagulant? En fait,
dans les quatre essais qui ont validé les anticoagulants oraux directs, ces essais, ils ont exclu les patients qui avaient des AVC, comme dans l'essai Relay, on a exclu les patients qui ont fait un AVC qui date de moins de 2 semaines pour un AVC mineur, de 6 mois pour un AVC sévère. Dans Rocket, c'est des AVC de 2 semaines, de 3 mois, c'est un AVC majeur. Et dans Aristotle, c'est des AVC de moins de 7 jours. Et dans Engage, c'est des AVC de moins de 30 jours. Donc, on peut pas, ces patients n'ont pas été inclus dans ces essais. Donc, il y a eu des études, comme l'étude Draft Study, c'est une étude prospective, observationnelle, sur les patients qui ont fait un AVC ischémique, qui ont une fibrillation auriculaire. Ils ont été traités soit par une anticoagulation seule, soit par héparine bas-moléculaire seule, soit par un bridging thérapie. Donc, les endpoints, le critère de jugement principal, c'était les récurrences ischémiques, les récurrences cérébrales ischémiques, que ce soit AVC, AIT ou embolisation systémique symptomatique, et les saignements cérébraux symptomatiques et les saignements, les hémorragies majeures extra-cérébrales à 90 jours. Donc, ils ont inclus 1029 patients. Il y a eu 129 événements, donc 12,6%. Ça se répartit en 3,6% d'hémorragie intracérébrale symptomatique et 7,6% d'AVC récurrents. Donc, ces patients, 3/4 ont été traités par un traitement anticoagulant, dont presque la moitié recevait également un traitement antiplaquettaire. Seulement 12% étaient sous les anticoagulants oraux directs. Donc, dans cette étude, on a pu individualiser des patients qui sont à risque de transformation hémorragique, qui sont les patients qui ont un score de Chasq-Vask élevé, un score NIS élevé, des lésions larges et en fonction du type de l'anticoagulation. Parce que les patients qui étaient traités par anticoagulants oraux directs avaient le taux d'événement le plus faible, 2,1% de transformation hémorragique et 4,3% d'AVC récurrent. Donc, ce qui ressort de cette étude, que le meilleur timing pour initier le traitement anticoagulant en vue d'une prévention secondaire de l'AVC chez ces patients, c'était entre 4 et 14 jours. Ça se confirme également dans l'étude RAF-NOCA Study, où c'est également une étude prospective observationnelle. Toujours on parle d'études observationnelles, ce n'est pas des études randomisées. Toujours, c'est des patients qui font un AVC ischémique qui ont de l'AFA. Le critère de jugement à 90 jours, les mêmes critères, la récidive d'AVC ischémique et la survenue de transformation hémorragique. 1127 patients, on voit que la répartition était égale entre les 3 différents types d'anticoagulants oraux directs. 62% recevaient un traitement anti-agrégant plaquetaire et 9,6% ils ont reçu de l'héparine moléculaire à dose curative. Et il y a eu 2,2% qui ont été traités en même temps par un anticoagulant oral direct avec un anti-agrégant. Bon, la transformation hémorragique en imagerie a été notée chez 9,1%. Et quand on va regarder ces événements en fonction du timing d'initiation de l'anticoagulation, ça ressort la même chose. C'est les patients qui ont été initiés pendant le 3e, 14e jour qui ont le taux d'événement le moins important, 2,1%. D'accord. Donc cette notion, on doit bien la garder parce que c'est sur ces études qu'il y a eu les recommandations dont on va parler maintenant. Donc, mais actuellement, on a 4 essais. C'est l'essai Timing, Optimas, Elan, START. Ils ont cherché le bénéfice d'une initiation précoce d'une anticoagulation chez ce type de patient. Et
Et il y a eu récemment une méta-analyse de ces 4 essais qui a été présentée en octobre 2024, a cumulé 5411 patients. De ces 4 essais, l'initiation précoce dans cette méta-analyse a été définie comme une initiation pendant les 4 premiers jours. Le critère de jugement principal à 30 jours était les AVC ischémiques récurrents, les hémorragies intracérébrales symptomatiques ou l'AVC non classé. Donc, après, ils ont fait une analyse de ce groupe en fonction du score NIS, en fonction si le patient a eu ou non un traitement de reperfusion, si le patient il a présenté ou non une hémorragie intracérébrale asymptomatique ou un AVC non classé. Donc, ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est que les résultats étaient que les patients chez qui on a initié l'anticoagulation précocement, c'est-à-dire pendant les 4 premiers jours, avaient un taux d'événement, que ce soit d'AVC ischémique, d'hémorragie intracérébrale symptomatique ou d'AVC non classé, faible, 2,12%, significativement faible comparativement à l'initiation tardive après 5 jours. Donc, et ces résultats étaient cohérents dans tous les sous-groupes en fonction du score clinique, neurologie clinique, en fonction de la présence ou non des autres facteurs. Donc, il y a un avantage à commencer précocement les anticoagulants oraux directs. Donc, c'était la première méta-analyse de les seuls 4 essais randomisés sur le meilleur timing pour initier l'anticoagulation chez les patients qui font un AVC et ils ont aussi de la fibrillation auriculaire. Donc, c'est très encourageant de commencer précocement l'anticoagulation. La deuxième difficulté dont je vous ai parlé, est-ce que ces patients nécessitent un bridging avant d'initier l'anticoagulation orale? En fait, est-ce qu'il y a un bénéfice pour proposer un traitement héparinique le temps qu'on commence l'anticoagulation orale à la phase aiguë? La méta-analyse des différentes études qui ont été conduites jusqu'à maintenant n'ont pas montré de bénéfice à mettre un traitement héparinique à la phase aiguë. Donc, non seulement il n'y a pas de réduction des événements ischémiques, mais au contraire, il y a une majoration des événements hémorragiques, une majoration significative. Donc, la réponse est non. Maintenant, on va voir les recommandations. Quand on voit les recommandations canadiennes 2020, pour les patients qui font un accident ischémique transitoire, on peut débuter immédiatement l'anticoagulation. G3 pour les patients qui ont un AVC mineur, défini par un score NIS inférieur à 8. AG6, c'est la règle 1, 3, 6, 12. AG6 pour les patients qui ont un AVC modéré, défini par un score entre 8 et 15. Et AG12 pour les patients qui ont un AVC sévère, défini par un score qui dépasse 16. Quand on regarde les recommandations européennes, c'est à peu près la même chose. Un AVC ischémique, un accident ischémique transitoire avec une imagerie normale, J1. Ça peut être plus retardé jusqu'à J3 s'il y a quelque chose sur l'imagerie. Un AVC mineur, J3. Modéré, J6 et sévère, J12. Mais il faut toujours faire une imagerie 24 heures avant l'initiation de l'anticoagulation. One more minute. One more minute. One? Time. Presque. Je vais accélérer. Donc, juste l'European Heart Rhythm Association suggère l'aspirine à faible dose qui devrait être administrée à tous les patients pendant cette période. Il y a seul l'European Heart Association. Donc, la même chose pour les recommandations asiatiques. G1, entre 1 et 3, si ça n'a été avec quelque chose sur l'imagerie, J3, J6 et J12. Je ne vais pas entendre. Seules les recommandations américaines
Pour un accident ischémique transitoire, on commence immédiatement. Si c'est un AVC avec un faible risque, on initie l'anticoagulation entre G2 et G12. Si c'est un AVC à haut risque, défini par un score NIS plus de 15, des lésions qui incluent plus un territoire artériel complet ou plus qu'un territoire artériel, ou bien il a une transformation hémorragique en imagerie, donc on retarde l'initiation à J14. Une chose importante que j'ai remarqué, que ces recommandations ne distinguent pas entre AVK et anticoagulant oraux direct, malgré que la pharmacocinétique elle est différente. Donc, qu'en est-il pour des patients qui font ils font un AVC malgré qu'ils ont une FA anticoagulée? Ça concerne un patient sur 6. C'est quoi les étiologies? En regardant cette série de 3000 patients qui ont une FA anticoagulée et qui ont fait un AVC ischémique, dans 25% des cas, on arrive à trouver autre chose, soit de l'athérosclérose, soit une atteinte des petites artères. Donc, comment on fait finalement pour dire est-ce que c'est la FA ou non qui est coupable? Il faut tout d'abord vérifier s'il y a une bonne adhérence au traitement. Est-ce que c'est la bonne dose de traitement anticoagulant oral direct? Est-ce qu'on a l'INR dans la zone thérapeutique? Est-ce qu'il n'y a pas une interaction médicamenteuse, surtout avec les anticoagulants oraux directs? Voir d'autres étiologies et surtout corriger les facteurs de risque. Est-ce qu'il faut changer d'anticoagulant oraux direct? La réponse est non. En se basant sur les résultats de l'étude Rhino Extant, il n'y a pas de bénéfice à les changer en regardant les deux groupes. Et, on a le même taux d'événement pour les patients qui ont eu un changement d'anticoagulant oraux direct. Donc, pas de bénéfice à les changer. Est-ce qu'il faut ajouter un traitement antiplaquettaire? C'est une option qui se discute, mais la réponse est non, et on se base sur ces études également. La première étude, c'est une étude multicentrique. On voit que les patients chez qui on a changé, les patients chez qui on a ajouté un anti-agrégant plaquetaire, ça n'a pas, ça au contraire majoré les événements hémorragiques. Ce qui ressort, c'est que quand on switch ou quand on donne une double dose, c'est meilleur, mais il ne faut pas oublier que c'est des études observationnelles et on ne peut pas tirer de conclusion. D'accord. Ça se confirme également dans l'étude Rhino Extant qui confirme que... C'est bon, je vais take home. If we can go to the take home message, it would be great. Oui. Chez qui on ajoute, il y a un risque, au contraire, quand on ajoute un traitement antiplaquetaire, on majeure le risque hémorragique sans diminuer le risque d'événement ischémique. Donc, et ça se confirme dans les recommandations sur l'AFA de 2024. C'est une classe 3. Il n'y a pas d'indication à ajouter un traitement antiplaquetaire ou de switcher vers un autre anticoagulant oral direct. Donc, en take-home message, le bénéfice, c'est certain, de l'anticoagulation en prévention secondaire. Il y a beaucoup de points qui sont en faveur de l'initiation précoce. Donc, à mon avis, les recommandations doivent être réécrites suite aux résultats des 4 essais randomisés et de leur méta-analyse. Il n'y a pas le bleaching, non, c'est non. Pour les patients qui font de l'AVC avec FA bien anticoagulé, pas de place pour switcher les il n'y a pas de preuve pour switcher vers un autre anticoagulant oral direct ou de ajouter un anti-agrégant plaquetaire. Et merci. Thank you so much, Dr. Iman. For the sake of time, we'll leave the question for Dr. Iman after the next session. I love your take-home message, especially about, I think you and Dr. Gueder highlighted very nicely the guidelines when to start depends on the side of stroke. That's a good guidance of us. You make it very clear that bridging, it's a big no, more bleeding and more stroke, and switching or to anticoagulation is not, we don't have much data, so there's gap in the guidelines. Thank you so much. Now it's my extreme pleasure to welcome all the way from Germany our next speaker, Dr. Amami, to talk about when to perform left atrial appendage closure. Merci pour l'invitation. Je suis, comme toujours, très heureux d'être parmi beaucoup d'amis, maîtres et collègues dans mon pays. Alors, ça c'était dit par Dr. Gueder.
Les accidents vasculaires cérébraux, une fois sur 4, il est associé à une fibrillation auriculaire et l'origine de ces thrombus sont presque 90%, c'est l'auricule gauche. Le traitement standard reste les anticoagulants, mais si ça ne marche pas, et s'il y a des contre-indications anticoagulants oraux, s'il y a un problème de compliance, on peut procéder à la fermeture, que ce soit interventionnelle ou chirurgicale, de l'auricule gauche. Alors, je dois répondre à la question quand on doit procéder à la fermeture de l'auricule gauche. La réponse était simple, on l'a simplifié par les recommandations européennes de 2024, il y a quelques mois. On doit fermer l'auricule chez tout patient présentant une fibrillation auriculaire. C'est tout patient présentant une fibrillation auriculaire, indépendamment de son SHATS-VAS-score, et candidat à une chirurgie cardiaque. C'est une indication, mais chose importante, on doit poursuivre les antiagrégants plaquettaires, c'est-à-dire les antiagrégants plaquettaires ne sont pas une alternative pour l'occlusion de l'auricule gauche, c'est une association. Il y a beaucoup d'études là-dessus. C'est une indication 1B, c'est une étude randomisée, c'est cette étude, l'étude Laos 3, publiée en 2021, c'est une étude randomisée à grande échelle, 5000 malades. Les chirurgiens ne font pas beaucoup d'études avec 5000 malades, c'est tout le temps 600, 500, mais ici c'est 5000 malades. Randomisés 1 pour 1, fermeture de l'auricule gauche ou traitement médical, fermeture de l'auricule gauche est poursuivie de traitement médical, anticoagulant ou traitement anticoagulant seul. Les résultats, il y a une réduction de 33% significative des accidents vasculaires cérébraux et des emboles systémiques. Mais, chose importante, il n'y avait pas d'impact sur la mortalité. On voit un hazard ratio à 1. Comment ça se fait? Il y en a plusieurs, je ne sais pas ce qu'il y a des chirurgiens ici, on a pas mal de techniques. Il y a les sutures, mais ça saigne. Et les ligatures, ce n'est pas étanche. Et la ligature, les sutures, ce n'est pas étanche. L'incision, ça saigne. Et les ligatures, il ne faut pas le faire. Il est très déconseillé de ne faire pas. C'est très mauvais, ça ne fonctionne pas. Et, comment je reviens là? Ouais. Ça, c'est la technique de AtriClip. Voilà, la technique la plus intéressante, c'est la technique AtriClip, un peu plus de 500 000 implantations partout dans le monde. Il s'agit d'exclure l'auricule gauche et de l'isoler électriquement en même temps. Après, on peut ligaturer ça. Ça se fait sous guidage échographique au niveau de la base. Il y a par l'application d'un clip. Appliqué de façon extérieure, c'est une procédure de quelques minutes, se prolonge l'opération chirurgicale de quelques minutes. C'est une technique qui est élégante et ça marche très bien, une expérience très très importante partout dans le monde. Alors par contre, la fermeture percutanée de l'auricule gauche, les choses sont malheureusement compliquées. Alors, j'ai commencé en 2010, j'ai commencé ma résidence en cardiologie, il n'y avait pas de recommandation. En 2012, j'étais à Paris, il y a des recommandations 2B, et en France, ce n'est pas remboursé par les caisses. En 2016, j'étais allé en Allemagne, c'était déjà une thérapie bien établie, on faisait 5 à 6 par semaine. Les recommandations disent toujours, il y a des indications 2B en 2020. Toujours indication 2B, le nombre des implantations par mois à l'hôpital a doublé, mais les indications restent toujours 2B. 2024, rebelote, indication 2B. Pourquoi l'indication 2B? C'est-à-dire, on peut envisager ça pour les patients avec des contre-indications aux anticoagulants oraux. Pourquoi? Car le niveau d'évidence elle est faible, on n'a pas d'études. On a 2 études pilotes, une en 2009 qui a comparé la fermeture de l'auricule gauche et le traitement par warfarine.
Ce sont des petites études, 700 pour Protect EF et Préville, 4000, et ont été faites par le système de première génération, qui était mauvais. On n'avait pas d'expérience. Comment fermer ces reculs et tout ça. Et du coup, c'était des études de non-infériorité. Ils ont eu la certification FDA à cause de ces deux études, mais les recommandations restent réticentes. Il y a une étude de Prague D7 qui a comparé la fermeture de l'auricule versus apixaban, mais c'est une étude de non-infériorité. Il y a un petit bénéfice sur les hémorragies non liées à la procédure, mais il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité. Et pourquoi tous ces études les résultats ne sont pas bons? Je pense que le cible, dans les années, au début, on n'avait pas le même cible. Actuellement, on a une amélioration sur le plan technique procédural et une amélioration sur le plan technique sur le système. J'ai mis, par exemple, ça c'est des idées pour moi en 2016. Notre objectif, c'est de fermer l'auricule sans faire de problème. On bouge dans le domaine de prévention. Le malade, il n'est pas malade. Il vient pour fermer l'auricule. Il n'est pas malade. Mais il ne faut pas lui accoler une hémorragie ou de ponction, par exemple. C'était notre souci. Il ne faut pas lui coller un autre problème. Mais en 2024, le problème, c'est autre. Il faut optimiser la fermeture, éviter les fuites paraprothétiques et éviter les thromboses liées aux prothèses par une implantation optimale. Et c'est faisable. L'industrie a fait beaucoup d'évolutions. Actuellement, c'est les données de Watchman de Boston, Watchman Flex. On a travaillé avant avec le Watchman V2,5. C'est un mauvais device. Le sheet il est mauvais et le device il est aussi mauvais. Actuellement, depuis 2019, on travaille avec un device qui est important. Ça, les deux devices étaient comparés. Alors, niveau d'évidence, de nos recommandations en réticente, pas d'études données cliniques, mais l'implantation explose partout dans le monde. Ça, c'est les données en Europe en 2022, 9500 patients en une année. Actuellement, c'est doublé en une année. En Amérique, c'est encore plus. On voit, au début, c'est quelques milliers par an. Actuellement, c'est 100 000 implantations en 2023. Pourquoi? Car on a des problèmes avec les anticoagulants roux. Tout a été dit ici, les malades saignent. On a une utilisation ou prise de médicaments chaotiques chez les patients qui sont âgés, ils ne comprennent pas trop. On a des saignements tous les jours, on gère ces patients aux urgences. On a la question qui a été posée tout à l'heure, c'est sur mon patient sous traitement optimal. Et il refait un accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il faut fermer le recul. Cette question a été une réponse claire et nette. En Allemagne, on ne pose pas cette question, on ferme le recul et c'est fini. On associe les deux après. Pourquoi? Ça, c'est le score Aspbled. On sait tous que le saignement ou l'hémorragie augmente avec ce score. Aspbled, on voit ici un score Aspbled à 3, on a un risque annuel de saignement à 6% et à 10 ans à 45%. C'est très important et n'est pas négligeable du tout. Le besoin de traitement, ça c'est l'étude qui a été présentée tout à l'heure, Roquette, Relay, Aristotle. On a aux alentours de 25% d'arrêt de médicaments dans toutes ces études randomisées. Des malades arrêtent des médicaments de façon transitoire ou continue. Ça, c'est à gauche. À droite, c'est une cohorte de 90 000 patients qui ont reçu une isolation des veines pulmonaires. Et on voit après 4 ans, il y a uniquement 2 tiers qui sont sous anticoagulants. Alors, on a un gros problème de compliance. Ça, c'est malgré l'arrivée des nouveaux anticoagulants oraux directs, il y avait une petite amélioration de la compliance, mais elle reste toujours, on a aux alentours de 40% sans traitement.
Ça, c'est l'impact de l'arrêt. On connaît tous les jours ça. C'est les gastroentérologues, les urologues, ils le voient tous les jours. Ils viennent pour une hémorragie digestive, ils arrêtent le médicament une semaine, ils font le colo, ils font le colonoscopie, et bien c'est très mauvais. C'est très mauvais. On voit les courbes, le rouge et vert. C'est très, on fait ça tous les jours. Pardon. Mais c'est très mauvais. On voit rouge et vert, une mortalité qui est très élevée. C'est comme on ne donne rien du tout. Donc, il nous faut un plan B. Le plan B, c'est l'infermeture percutanée de l'auricule gauche, qui est une technique efficace, qui est une technique qui réduit significativement les hémorragies intracérébrales et les hémorragies non liées aux procédures. Ça a été démontré dans tous les données, les registres et les études randomisées. L'efficacité, elle est excellente. La faisabilité, elle est excellente. On a 98% de taux de succès d'implantation, 66 000 patients dans ce registre, et un taux de complication inférieur à 1%. Il n'y a aucune procédure interventionnelle en cardiologie qui a un taux de complication inférieur à 1%. On n'en a pas. PCI, c'est plus. On a beaucoup d'études randomisées qui sont en cours. Une qui a été publiée il y a 3 jours, je vais le montrer. Et on a 3 qui devraient être publiées l'année prochaine. On a 4, 5. Tout ça va changer. Ces recommandations doivent être changées ou actualisées dans les années prochaines. Ça, c'est l'étude option. C'est une étude qui a été présentée dimanche dernier, je pense, au cours de l'achat en Amérique, et publiée au New England Journal. C'est 1600 malades. Et c'est quoi option? Lorsqu'on a l'option d'administrer un médicament anticoagulant ou fermer l'auricule avec le Watchman Flex après une ablation de la fibrillation auriculaire. C'est 1600 patients randomisés 1 pour 1. On a les critères du jugement. C'est les critères composés, mortalité cardiovasculaire, saignement majeur et embole systémique. Il y a la question de non-infériorité, elle a été atteinte. C'est non inférieur, mais il y a un bénéfice très important sur les saignements, une réduction de 56% des saignements. Ça, les candidats potentiels de la fermeture de l'auricule gauche, c'est très important. Les hémorragies digestives à répétition. Si on ne trouve pas une solution à ces malades, le médecin de ville, le malade lui-même, il va arrêter le médicament. Si le cardiologue ne trouve pas de solution, le malade va trouver une solution, il va mettre à côté. Même si les saignements sont des petites rectorragies, il est gêné. Il est tous les semaines à l'hôpital des urgences car ça saigne. Et les accidents, notre scénario, on voit beaucoup les accidents vasculaires cérébraux malgré un traitement optimal d'anticoagulation. Ça, c'est une indication clair, on peut l'envisager. Et les malades qui ont reçu un stent, on sait que le risque, il a une hémoglobine à 8. Il vient avec son syndrome coronaire aigu, il reçoit un stent, et du coup, il faut trouver une solution. Ça, c'est d'autres propositions des sociétés européennes de cardiologie, ça parle de la même chose. Les devices, on a 2 systèmes. On a le système Watchman, le système d'Amplatzer. Ça, c'est l'implantation. Je vais le montrer 2 slides et c'est fini. L'implantation sur le Watchman Flex. Je fais le pointure. Ouais. Voilà, c'est la calibration, c'était l'implantation, c'est un self-expander. Une fois on injecte le produit de contraste, c'est étanche, et après relagage, c'est à l'échographie, c'est étanche, rien ne passe dedans, et l'auricule gauche est étanche. Ça, c'est le système Amplatzer de Abbott. Ouais, voilà.
C'est presque pareil, mais le mécanisme, c'est autre chose, et avec un disque, et un corps et un disque. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux systèmes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de différence. C'est pareil. Alors, donc la fermeture de l'auricule gauche devrait être envisagée chez tout patient ou chez tout mauvais candidat aux anticoagulants oraux. Je vais dire comme ça, mauvais candidat, c'est-à-dire un patient, on sait qu'il ne va pas prendre ses médicaments, il fait qu'il va saigner et tout. Il faut envisager la fermeture de l'auricule gauche. C'est faisable, c'est sûr et efficace. Et nous, les cardiologues, on sait que c'est une solution locale pour un problème local. C'est toujours supérieur à un traitement systémique. On a pris ça de l'angioplastie. Mais du coup, je pense que le problème est l'auricule gauche. Il faut aller là-bas et la fermer. Et si on a des problèmes. Mais je pense que les années de venir, avec 8 idées de randomisées qui sont en cours, ça va tout changer dans ce domaine-là. Et merci à votre attention. Merci, Dr. Hamami, pour cet exposé clair, net et précis. Oui, les indications de la fermeture de l'auricule progressent, malgré le faible niveau de recommandation. Et il faut y aller. Il y a des situations où c'est la solution. Alors moi, je suis un peu gêné par les recommandations de l'anticoagulation. Ça nous gêne, nous, comme cardiologues. 1, 3, 6, 12 me dérange beaucoup dans mon esprit. Parce que quand on a thrombolysé un patient, théoriquement, il n'y a pas de mal à relayer la thrombolyse par un anticoagulant. Et c'est un patient sans anticoagulant après une thrombolyse, c'est un problème parce qu'il y a un rebond d'anticoagulabilité. Les plaquettes sont actives, nous sommes dans un contexte de thrombose, et donc retarder de plusieurs jours l'anticoagulation, pour nous, cardiologues, ça nous dérange. Ce qu'on fait dans la pratique de tous les jours, c'est anticoaguler, mais à faible dose. On reste sous-optimal dans le traitement, mais on ne peut pas rester sans anticoagulation quand on a une fibrillation auriculaire, dans ce climat de thrombose. Quand on a une prothèse valvulaire, comme a dit Mme Driss tout à l'heure, et elle a insisté, il y a des situations où on ne peut pas respecter 3, 6, 9 et 12 jours. C'est l'admettre. Le truc est très simple. Nous, quand les neurologues ont été pendant des siècles des observateurs, puis est arrivée la neurologie interventionnelle et puis les traitements agressifs de ce type-là. Et on a plongé dedans. Sauf qu'on a été brutalement freiné par la barrière hémato-encéphalique. On ne peut pas appliquer les mêmes règles à la barrière hémato-encéphalique et au cerveau. On l'a essayé là. Ce n'est pas venu comme ça. Les Américains, à la thrombolyse, après la première étude, se sont lancés dedans. Et les résultats ont été catastrophiques. Rien ne nous empêche théoriquement pour l'anticoagulation. Mais ce qu'on a fait, les résultats ont été là. La thrombolyse, il faut voir les premiers résultats de la thrombolyse avec les catastrophes qu'il y a eu. Tu le sauves, tu réperméabilises un peu après, et puis après tu as une hémorragie cataclysmique, et tu vois le malade mourir. Et d'un autre côté, on voudrait comme vous, mais on doit tenir compte de cette période-là et aller progressivement lui permettre de se réparer. Il y a une étape qui est une étape de rupture mécanique et une étape de rupture inflammatoire qui est en rapport avec tout le phénomène qui est autour de l'accident vasculaire et de toute cette phagocytose de la glie, etc. Si vous y allez agressivement, nous on l'a vu, le résultat, mais je t'assure, j'étais là, dans la neurologie, quand la thrombolyse est arrivée, j'étais dans la jeunesse, on était très contents. On s'est dit, voilà, maintenant on va être comme les cardios, on va être comme tout le monde, on va pouvoir traiter. Et le cerveau a dit non. Vraiment, c'est quelque chose de la pratique. On a eu des retours des remèdes qui étaient terribles. Pour ça, j'estime qu'il faut être prudent. Quand on n'anticoagule pas, le risque de mettre l'anticoagulant et le risque de ne pas le mettre sont équivalents. 3 à 9% ou 4 à 9%. Donc, ce que je propose toujours, c'est le cas par cas. C'est le duo neurologue
cardiologue, pour chaque malade, évaluer le risque et discuter avec la famille. Et après, à ce moment-là, l'attitude elle est plus claire. Fawzi Idrissi a sauvé mon grand-père par un geste comme ça. De ce type-là. Personne ne voulait le toucher. Il a dit, moi j'y vais. Donc, Fawzi, pour le cerveau, c'est Esnachori. Juste pour rassurer mes collègues cardiologues et aller dans le sens de Sigrid. Alors, la situation la plus grave, c'est les accidents hémorragiques. On a eu plein de malades qui ont eu des hématomes sous-duraux et des hémorragies étendues intracérébrales et qui étaient porteurs de balles. On a été obligé d'arrêter les anticoagulants pendant 15 jours. Et je vous assure qu'on n'a eu aucun problème. Donc, quand le cerveau prime, et moi personnellement, je suis et je surveille et je tremble, mais je n'ai jamais été effrayé par un problème. Ça mérite de se mettre ensemble autour d'une table. Parce que nous... L'invitation viendra cette fois des neuros, je te rassure. D'accord, parce que nous, avec les neurologues avec qui on travaille, il y a un consensus. Bien sûr, il faut faire très attention, il faut anticoaguler, il faut rester en dessous des doses thérapeutiques, mais c'est tout sécurité, il n'y a pas de problème. Je ne partirai pas sur les questions de ta style. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Moi, en fait, je ne prends pas beaucoup la parole. Et justement, c'est pour ça que je dis je ne parle pas sur la question. C'est Ahmed et bravo. Ah, vous avez demandé l'avis d'un chirurgien, j'en suis un. Ouais. Un peu sur le retour, mais quand même. Un grand chirurgien modeste. Oui, je connais très bien. Je suis d'accord avec vous, il faut fermer les auricules. Surtout dans les énormes oreillettes. Et nous, on le fait de l'intérieur. Ouais. J'ai un patron, on l'oreillette, on le suture et c'est étanche, il n'y a pas de souci. L'histoire de faire lier de l'extérieur, ça marche pas. Mais ça, on le fait systématiquement. Quand on a une énorme oreillette et on fait un geste sur la valve mitrale, par exemple, automatiquement, avant de fermer, toc toc, ça prend 30 secondes. C'est toujours le cas. Quand c'est une énorme, bien sûr. Moi, mon maître Cabrol faisait toujours ça. Et moi, je suis tombé. Absolument. Bon, il n'est pas toujours en salle, mais je veux. Par contre, ce qu'a dit le Dr Ahmed, c'est de fermer l'auricule systématiquement quand les patients vont aller en chirurgie cardiaque. C'est ce que j'ai compris. Oui. C'est la recommandation, c'est une indication. C'est un geste facile quand on veut. Exactement. C'est un geste mécanique. Tout à fait. Deuxième, autre petit commentaire. Alors, l'Emplatzer, tout ce que vous voulez, c'est bon, ça ferme et tout ça. Mais c'est quand même un corps étranger. Oui, mais moi je parle pas pour les patients qui vont aller aux chirurgies, toujours fermés chirurgicalement. Ça prolonge pas la procédure, c'est efficace et safe. Mais les patients qu'on ne peut pas opérer, on a un plan B pour ces cardiac surgery. You must close the left atrium systematically. Yeah. Technique, because the risk of the high rate of atrial fibrillation in the population, etc. And as a routine. Yes, as a routine. Juste question pour Dr Ahmed. Après la fermeture de l'auricule, quelle est votre stratégie de traitement anticoagulant, anti-agrégant plaquettaire, en fonction bien sûr de la lésion qui est à l'origine de cette indication, soit digestive ou cérébrale? Est-ce que les anticoagulants oraux ont plus maintenant de place que les autres traitements? Pour nous, si on ferme l'auricule gauche de façon percutanée, on arrête les traitements anticoagulants tout de suite. Tout de suite. La dernière prise, c'est un jour avant l'implantation. C'est la dernière prise de sa vie. Et après, on met les patients sous aspirine et clopidogrel pendant 3 mois. Mais le risque, il y a plus de risque de saignement avec l'aspirine et le clopidogrel chez malades qui ont un problème digestif. Donc, c'est une monothérapie avec le clopidogrel. Si ça saigne, monothérapie, on n'a pas beaucoup de thrombose. C'est la thrombose aiguë, je n'ai jamais vu. Et après 3 mois, on enlève plus. 6 mois. Il n'y a pas de recommandation claire et nette, mais l'expérience allemande, ça va venir tout. Ils ont commencé à 6 mois et tout
vient après tout de suite. Car l'expérience la plus répandue, c'est l'Allemagne et l'Amérique. L'Amérique, ils donnent des anticoagulants. Actuellement, ils ne donnent plus, mais ils donnent 6 mois. Dans l'indication d'accident vasculaire hémorragique, justement, quand on met une exclusion de recul, le problème, c'est qu'il faut anti-agréger tout de suite. Oui, pour les chirurgiens. Mais on a mis dedans. On a pour les patients avec fibrillation auriculaire, quel que soit le cas de patient. C'est pour cela qu'on doit associer les deux. Une fermeture chirurgicale et médicaments. On a mis tout dedans. Oui, là, je parle du cas particulier d'un AVC hémorragique chez un porteur de fibrillation auriculaire et à qui on va faire une exclusion percutanée, justement pour pouvoir arrêter les anticoagulants. Exact. Direct. Exact. Et alors, il va falloir mettre du Plavix aspirine derrière pendant 3 mois. Il y a un risque de ressaignement qui persiste. Il a besoin d'un médicament. Le minimum, c'est le clopidogrel pendant 6 semaines. On arrête tout après 6 semaines. C'est la dose tolérée, c'est 6 semaines. La question est toujours bénéfice-risque. Si vous voulez mettre un anticoagulant antiagrégant directement suite à l'accident hémorragique, là, vous tuez le malade. Mais si vous dépassez cette période, après lui va cicatriser au niveau de la barrière et au niveau des vaisseaux, et le risque va diminuer progressivement. Il n'a jamais été question de dire qu'un malade qui a fait un accident hémorragique n'aura plus jamais d'anticoagulant. Ce n'est pas vrai. Mais aller tenter le diable au moment où on est à la phase aiguë, où on est tout en proximité, c'est ça. Si le risque... Ça dépend, c'est tout un topo. Comment réagir avec l'anticoagulant par l'hémorragie? Riche les détails que j'ai dit, 3, 6, 12, pour l'hémorragie, on a exactement les mêmes problèmes. Il y a toute une classification. Si je vais en parler, maintenant, ça va prendre un quart d'heure. On pourra le refaire. Mais, qu'est-ce qui commande pour l'ischémique ou pour l'hémorragie? Car le bénéfice-risque, il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas d'intelligence artificielle encore pour les accidents vasculaires. Il faudra avoir le bon sens clinique, quelqu'un qui vient de rompre sa barrière hémato-encéphalique dans plusieurs endroits et que vous mettez sous anticoagulant, il y a peut-être un meilleur moyen de tuer. C'est à peu près ça. La conclusion, c'est qu'au début, non. Et puis, vous pouvez donner les anticoagulants après accident hémorragique, mais après une période, et en fonction de l'étiologie, et en fonction de l'importance de la plaque. C'est ce que j'ai montré. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent. Et ça, c'est un tout sujet. Qui m'a embolé quelque chose pendant 1 heure et on n'a pas résolu le problème. L'hémorragique, c'est exactement la même chose. Dans le même sens, on attend pas, Pardon. par exemple, la résorption de l'hématome par l'IRM pour décider de reprendre. Il n'y a pas que l'IRM. Exactement, le scanner. L'IRM, il y a le facteur de risque. Si vous avez un malade qui a une hypertension qui est déséquilibrée, là où le risque hémorragique est énorme. Ça dépend du contexte global. Et lui, il a une hypertension qui est déséquilibrée et vous dites, ça y est, la barrière, elle est très bien à l'IRM, je vais lui donner, vous allez voir. Il suffit qu'il fasse un à-coup hypertensif zrir, il va rompre, et sous anticoagulant, ça va diffuser en nappe et on ne va pas pouvoir l'arrêter. On invite Cyriade à nous préparer une belle présentation. Voilà, la séance a dépassé un peu les limites. On vous remercie tous et on lève la séance. Merci beaucoup. Merci.